De retour dans l'Africa Newsroom, Makaïla Gebla, journaliste, blogueur, Mohamedou Dia, professeur de philosophie et journaliste, Djemal Taleb, éditorialiste, sont toujours avec nous. Place au grand angle. Ils sont désormais 21 États sur 55 à avoir adhéré à la taxe dite Kaberuka. Dernier pays en date sur la liste, la Zambie, qui approuve donc cette taxe de 0,2% sur les produits importés par les pays africains. Un prélèvement censé permettre à terme l'autofinancement de l'Union africaine qui dépend encore, vous le savez, des financements étrangers. C'est un reportage de Frater Ndacia Sianga. Lors de sa visite officielle de 2 jours au Rwanda, clôturée le 22 février 2018, le président zambien Edgar Lungu a signé le texte relatif à la taxe de 0,2% sur les importations étrangères pour financer l'Union africaine. Il a ainsi fait de la Zambie le 21e pays qui signe en faveur de ce principe, adopté par les chefs d'État africains en 2016. Je dois admettre que cette visite a permis d'écarter les erreurs d'appréciation à propos du potentiel de l'Afrique, surtout en termes de coopération. Nous avons une richesse commune et nous ne devons poser aucune limite sur notre unité. Il faut vraiment qu'on se réveille et en faisant ainsi, on aura rendu justice à l'Afrique et à sa postérité. Si 21 pays sur 55 qui font le continent africain sont les seuls à adhérer à cette taxe, le président rwandais et porte-flambeau des réformes au sein de l'Union africaine ne se décourage pas. Au contraire, il se montre confiant. Selon lui, même si le processus prend du temps, les pays finiront par comprendre le sens de l'autofinancement de l'Afrique promu par cette initiative. C'est très important et normal de donner du temps pour pouvoir comprendre les choses. Cela permet à ceux qui sont inquiets de trouver des réponses à leurs inquiétudes. Nous avons donc le devoir d'expliquer cette formule, de montrer son origine, le besoin et possibilité d'atteindre nos objectifs grâce à elle. Le prélèvement de cette taxe permettrait de financer l'Union africaine à hauteur d'1,2 milliard de dollars selon les experts. Ceci rendrait plus autonome le continent et mettrait fin à la dépendance de l'organisation continentale vis-à-vis des bailleurs de fonds qui financent plus de 70% de l'institution continentale. Alors, adhésion donc de la Zambie à cette taxe. Est-ce que adhésion donc de la Zambie à cette taxe, je le disais, est-ce que le président Paul Kagame, qui a récemment pris les rênes de l'Union africaine, peut véritablement faire bouger les lignes autour de l'autofinancement de l'Union africaine? En tout cas, engager un pas vers... Merci Zara. La question de l'autofinancement de l'Union africaine revêt un intérêt particulier, surtout pour le continent africain, qui à un moment donné, depuis toujours, dépendait, depuis sa création, de l'Union européenne, surtout de l'Union européenne. Pratiquement 70% des subventions ou bien dettes venaient de l'Union européenne. Donc, qui te finance, te dicte son mot. C'est le cas qui a interpellé les chefs d'État africains et qui ont réfléchi et qui ont pensé qu'il fallait trouver un autofinancement. Aujourd'hui, je pense que le président Kagame, qui vient de prendre la tête de la présence de l'Union africaine, pourrait quand même se réjouir que son initiative, qui est une initiative de l'ancien directeur de la Banque africaine de développement, l'ancien PDG. Donc aujourd'hui, je pense que la Zambie s'inscrit dans cette droite ligne. Et moi, je pense que dans un premier temps, c'est réjouissant, c'est encourageant. Seulement, ce qui me pose problème, particulièrement, c'est aussi le manque de transparence de gestion saine au sein de l'organisation continentale qui me pose problème. C'est qu'on peut autant renflouer cette caisse, tant qu'il n'y a pas une volonté politique au sein même de l'organisation, je pense que autant on peut mobiliser les fonds de l'Afrique, autant on peut mobiliser, mais tant que une Africaine reste un syndicat de chefs d'État, ça nous pose problème en tant que nous qui rêvons effectivement une Union africaine de peuples, mais pas une Union africaine du sommet. Aujourd'hui, on assiste à une Union africaine des chefs d'État africains qui vont certes mobiliser des moyens, mais qui sont dans une lecture. Tout à l'heure, tu disais qu'on a vu une Union africaine absente sur le Congo, mais autant on va mobiliser des moyens, mais si ces moyens ne servent pas effectivement à la construction d'un État des droits, ne servent pas à aider un processus pour déclencher une issue des crises politiques, je pense que ça m'interpelle. Donc, je me réserve le droit de voir comment cette levée de fonds, ces financements pourraient enclencher une volonté réelle au sein de l'Union africaine.
Mamadou Dia. Mais je pense que là, c'est une excellente initiative du président Kagame, puisque la moindre des choses, c'est même pour les Africains de l'Union africaine, les États, c'est de payer eux-mêmes leur propre fonctionnement et le budget de l'Union africaine. Mais malheureusement, 73% de ce budget, avec les chiffres que j'ai ici, viennent de l'extérieur. Et que pour les 782 millions de dollars exactement, en tout cas qui étaient adoptés en 2017, les 3/4 sont pour le fonctionnement même de l'Union africaine. Ça, c'est un scandale parce que l'Union africaine doit pouvoir quand même prendre des initiatives sur le terrain, de financement de petites choses, voilà, et qu'il faudrait réfléchir à tout ça. Bon, si l'argent ne sert que pour le fonctionnement, c'est une sorte de bureaucratie qui se consume d'elle-même, si on peut dire, et qui n'apporte pas grand-chose aux Africains, malheureusement, et qui est absente lorsque des crises aussi importantes que, par exemple, au niveau de RD Congo, par exemple, sont là. Et, bon. Mais au Mali, il faut dire la vérité, l'Union africaine, quand même, est présente et joue un rôle qu'on ne peut pas négliger. Elle a fait quelques initiatives à certains moments, dans certains conflits, etc. Bon, sur le plan symbolique, on peut dire que oui, l'Union africaine est une réalité. Mais l'Union africaine n'est pas encore complètement devenue ce qu'elle aurait dû être depuis le début, depuis l'OUA d'ailleurs, non plus ce syndicat des chefs d'État, mais une structure qui fait la promotion du panafricanisme, mais du panafricanisme dans la réalité. Les idées ont été développées depuis très longtemps par Nkrumah et tous les autres, mais il faut maintenant passer aux actes et s'occuper surtout des enfants africains, c'est-à-dire de la relève de demain, l'avenir du continent qui est donc entre les mains des jeunes de, je dirais, de 18 à 35 ans. Djemal Taleb, donc une adhésion de la Zambie, mais qu'est-ce que ça vaut quand on sait que les poids lourds économiques du continent refusent d'adhérer à cette taxe? Et là, j'entends l'Afrique du Sud et l'Égypte. C'est une très bonne question, c'est absolument une très bonne question, elle a bien lieu d'être posée. Au lendemain des indépendances, l'organisation de l'Union africaine est créée par des États qui avaient un idéal assez vague, mal défini, mal précisé, dont les contours ne sont pas connus. On parlait des États-Unis d'Afrique, on parlait d'une unité plus importante. Mais en réalité, on ne s'est donné ni les moyens, ni un projet clair et précis. Ce que M. Dia, auquel M. Dia faisait allusion tout à l'heure, c'est-à-dire le panafricanisme, était certes une idée assez importante, et pour le coup pas vague du tout, mais vraiment mûrie, par des penseurs, par des intellectuels, reprise par des leaders africains réellement. L'idée de penser que 54 pays, comme nous avons actuellement, vont faire demain un seul État, je n'y crois pas une seule seconde. Ça n'empêche que l'idéal en soi peut continuer d'exister. L'idée de créer, et d'ailleurs un excellent livre qui a été créé par Edom Kodjo là-dessus, Edom et l'Afrique, et qui précisait à l'époque qu'on peut créer 4 grands ensembles des différentes régions africaines, et l'idée d'avoir une coopération renforcée entre les États pour leur donner donc un projet politique et économique plus important, ou en tout cas plus intégrateur à un sens. Et donc je pense, moi, que la deuxième solution est jouable. Est-ce que pour autant, il ne faut pas avoir l'Union africaine dans sa position actuelle? Je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'elle est nécessaire dans sa configuration, parce qu'elle est légitime, parce qu'elle est acceptée par tout le monde. Mais il va falloir redéfinir, si on veut lui donner un outil plus performant de développement ou d'action, ses missions. Elle fonctionne sur une charte qui certes a été renouvelée, mais elle reste encore assez ancienne. Elle a besoin de dépoussiérer, et elle a besoin de lui donner des missions nouvelles, notamment des missions économiques. Moi, je salue le courage du président Kagame. Mais enfin, sur ce plateau, on sait très bien que je suis un kaganomaniaque absolu. Et donc, je n'ai aucun doute que le courage qu'il déploie et la force de conviction qu'il déploie pour obtenir le financement va probablement donner des résultats. Mais pour que l'Union africaine continue d'avoir, ou en tout cas pas continue, s'assume demain comme un réel acteur de développement sur le continent africain, un réel forum important, il va falloir qu'elle laisse beaucoup de place aux organisations régionales, qu'elle définisse elle-même leur champ d'action, qu'elle instaure avec eux une coopération plus importante et que l'interaction entre les organisations régionales, je ne parle pas celle du franc CFA et compagnie, ça n'a aucun intérêt pour moi, je parle des vraies organisations genre la CEDEAO. Si demain on veut donner à ces organisations une interaction utile avec l'Union africaine, qu'on définisse ses missions, qu'on la dote d'un outil sérieux et d'un financement sérieux, il y a fort à parier que ce soit le cas. Mais j'ose espérer que la nouvelle génération des chefs d'État africains qui n'ont pas de complexe colonial, n'ont pas de difficultés avec le passé et préparent l'avenir de façon correcte, seront, à l'image du président Kagame, capables de donner à notre continent un outil nouveau avec une ambition nouvelle.
Makaïla Gebla, vous vouliez intervenir. C'est vrai, sur un certain point de vue, c'est que Kagame reste un président décomplexé par rapport aux acteurs internationaux. Mais moi, c'est la réticence que j'observe par rapport au nombre de personnes qui adhèrent à l'idée, qui rejoignent effectivement, vous avez cité, Zahra, vous avez cité 21 pays sur 55. C'est la dénote une fois de plus. Et tu as évoqué tout à l'heure, les poids lourds sont absents. Vous avez cité l'Afrique du Sud, l'Égypte. Nous avons aussi, il faut intégrer le Maroc et l'Algérie. À l'époque, c'était Kadhafi qui soutenait effectivement financièrement l'Union africaine. Depuis sa mort, aujourd'hui, ça fait 7 ans, Kadhafi n'est plus là. On tergiverse, soit qu'on tend la main à la Ligue arabe, tantôt on tend la main à l'Union européenne. Et la volonté réelle de Paul Kagame, comme disait Taleb concernant sa volonté de pouvoir renflouer les caisses de l'Union africaine, se limite effectivement à une réticence, à une hésitation dans les rangs de l'Union africaine. Ça montre quoi? L'Union africaine, malgré ses ambitions aussi continentales éloquentes, on assiste aujourd'hui à une certaine réticence dans le rang de l'organisation continentale. Donc, je pense que nous, qui sommes observateurs lointains de cette institution, nous estimons qu'il faut des réformes très profondes sur les questions effectivement des levées de fonds, sur la transparence de gestion de nos ressources pour qu'effectivement le bas peuple africain qui se trouve au fond fin du village de Dakar, Abidjan, N'Djamena, puisse quand même ait le mot à dire sur ce que les gens ont. On a l'impression que ça a toujours quand même été une Union africaine de sommet. Donc ça me pose problème, moi, particulièrement. Merci. Une phrase. Oui. La taxe elle-même de 0,20% sur les importations de produits non africains ne va pas de soi comme ça, parce qu'au niveau du respect des règles de l'OMC, je pense qu'il se peut qu'il y ait problème. Par exemple, quels sont les produits qui sont vraiment non africains? Si on prend le cas du Sénégal, qui est le pays que je connais le plus, nous, au Sénégal, nous importons beaucoup de milliers, de centaines de milliers de tonnes de riz. C'est ça. Mais nous en produisons autant aussi. C'est ça. Alors, le riz, est-il un produit non africain ou pas? Je donne un exemple comme ça. C'est une question qui est posée au niveau disons, pour les économistes. Est-ce que cette idée serait la meilleure pour trouver le financement? C'est une idée, elle peut être complétée par d'autres. Je pense qu'il y a un débat qui a été donc mené au niveau des chefs d'État et cette décision avait été prise de le faire. Bon, maintenant, il reste une certaine pédagogie parce qu'il faut que ça soit conforme à l'OMC. Et ces pays dont vous parlez, que ce soit l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Angola et l'Égypte, ce sont déjà des pays qui sont ceux qui donnent le plus. En tout cas, s'ils respectaient le prorata qui est dégagé, comme par exemple, vous voyez, au niveau de l'ONU, c'est pareil, les États-Unis donnent le plus. Parce que le PIB est le plus important. Vous êtes d'avis avec moi que Transparency International, souvent dans ses rapports, dans ses publications annuelles, cite des pays au sein de l'Union africaine qui sont peu respectueux effectivement de la bonne gouvernance. Et donc ces pays peu respectueux déjà de la bonne gouvernance, de la transparence de la gestion, sont-ils à mesure effectivement de sortir de l'argent pour financer l'Union africaine? Donc je pense qu'on est très loin de la volonté ou bien du rêve ou bien de l'ambition de M. Kagame de pouvoir quand même autofinancer, émanciper financièrement le continent africain pour en faire face à des menaces extérieures. Parce qu'aujourd'hui, mais l'idée quand même est totalement pertinente. Qui paye comment? Si les Africains ne payent pas eux-mêmes le fonctionnement de leur propre... L'idée en elle-même, c'est pas mauvaise. Voilà, ils ne pourront pas... Merci beaucoup. On va marquer une courte pause. Restez avec nous. On revient dans quelques secondes pour la troisième partie d'Africa News Room.